Au barbecue familial, mes parents et ma sœur ont ri et ont dit « Personne ne veut de toi ici ». Le lendemain, le fiancé de ma sœur est venu et m'a dit « Bonjour, patron ». Je lui ai alors dit « Coupez tout soutien financier à leur égard ». Ce n'était que le début. Je m'appelle Sophie Girard et j'ai 32 ans. Après avoir obtenu mon diplôme d'une prestigieuse université avec un diplôme en informatique, j'ai choisi de devenir policière malgré les fortes objections de ma famille. Au cours des 10 dernières années, j'ai bâti une solide carrière, résolu de nombreux cas et gagné le respect de mes collègues et de mes supérieurs. Pourtant, peu importe ce que j'accomplis, je n'ai jamais obtenu l'approbation de ma famille. Pour eux, je ne suis toujours qu'une simple agente de patrouille distribuant des contraventions. Encore au bord de la route aujourd'hui. C'est ainsi que ma mère Martine ouvre presque chaque appel familial mensuel, son ton dégoulinant de l'implication que mon travail est en quelque sorte au-dessous de moi. Je sais que la patrouille doit être fatigante, mais peut-être est-il temps que tu vises un peu plus haut. Elle parle comme si mon travail était une sorte de fardeau pour la société. J'ai expliqué cela tant de fois, je réponds, ma voix lourde d'épuisement, mais elle n'écoute jamais. Mon père Bernard est un cadre supérieur dans une grande entreprise technologique. Ma jeune sœur Clara poursuit son doctorat en informatique dans une école supérieure d'élite. Chaque fois que nous nous réunissons en famille, la conversation tourne autour de la recherche de Clara ou de la dernière promotion de mon père. Mon travail est réduit à un seul commentaire dédaigneux comme « Tu fais toujours ce travail ?» C'est difficile de voir un esprit aussi brillant que le tien se gaspiller dans les forces de l'ordre, dit mon père à chaque fois. Tous tes camarades de classe prospèrent dans la Silicon Valley et tu te promènes toujours dans une voiture de patrouille. Il s'interrompt toujours, mais les mots n'ont dit à faire un travail insignifiant planent dans l'air. Clara est la plus directe de tous. Tu as toujours été doué pour fuir la réalité, a-t-elle dit un jour à ses amis devant moi. Tu ne voulais pas de vraie compétition, alors tu as enfilé un uniforme et tu t'es caché derrière l'autorité. Tu étais si intelligente à l'université, quel gâchis. J'ai essayé encore et encore d'expliquer la complexité et l'importance de mon travail, à quel point il est intellectuellement exigeant et socialement vital, la prise de décision sous pression, l'analyse des preuves, la navigation des jeux psychologiques avec les criminels, l'application des connaissances juridiques en temps réel. Chaque jour présente de nouveaux défis, mais ma famille refuse de l'entendre. Pour eux, je ne suis qu'un exemple d'une éducation gaspillée. Même quand je leur parle d'une promotion, ma mère dit « Ton salaire a-t-il augmenté ?» Probablement toujours moins de la moitié de ce que gagnent les gens dans la Silicon Valley. Si je reçois une récompense, mon père la balaie d'un revers de main, un honneur local, n'est-ce pas? Pas national, je suppose. Non, peu importe à quel point je travaille dur ou ce que j'accomplis, ce n'est jamais suffisant. Et l'ironie? Ils ne savent même pas que je travaille au niveau fédéral. Clara m'a dit un jour, tu as sérieusement besoin de te réveiller. Tu vas être flic pour toujours. Antoine, mon fiancé, est un professionnel de haut niveau. C'est embarrassant que ma sœur soit policière. Je n'avais même jamais rencontré Antoine. Je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie, mais ces mots m'ont profondément blessé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter de leur dire quoi que ce soit sur mon travail. S'ils n'étaient pas prêts à comprendre, je n'avais pas besoin de leur compréhension. Je continuerai simplement mon chemin, tranquillement, à mes propres conditions. Ce qui m'a le plus blessé, cependant, c'est la façon dont ma famille tenait mon soutien financier pour acquis. Au début, je donnais parce que je voulais désespérément leur amour et leur approbation. On dit qu'on ne peut pas acheter l'amour, mais c'est exactement ce que j'essayais de faire. Quand ils ne reconnaissaient pas ma valeur par ma profession, j'essayais de la montrer par l'argent. Je payais nos vacances annuelles en famille aux croisières dans les Caraïbes, voyages aux Maldives, j'en passe. Chaque voyage coûtait entre 10 000 et 20 000 euros et je ne disais jamais un mot. Où devrions-nous aller cette année? Demandait mon père avec enthousiasme chaque printemps. Que diriez-vous de l'Italie? Clara adorerait ça. Ça a l'air merveilleux. Les yeux de ma mère s'illuminaient. Sophie, nous comptons encore sur toi. Et je me disais, cela les rendra heureux. Ils auront besoin de moi. Peut-être m'apprécieront-ils enfin. S'ils méprisent ma carrière, je pourrais au moins être utile financièrement. Clara exigeait des friandises de luxe comme si c'était son droit, et ma mère savourait chaque dîner haut de gamme. Pour les étrangers, ils affirmaient que les voyages étaient le résultat de nos économies familiales partagées. En réalité, je finançais tout avec mon propre salaire. Chaque fois que je voyais leur visage souriant lors de ces voyages, je me disais,
peut-être que maintenant ils verront ma valeur. Mais personne ne se demandait jamais comment une agente de patrouille pouvait se permettre tout cela. Il n'y avait jamais un mot de gratitude, juste des remarques désinvoltes comme « Eh bien, elle est employée du gouvernement, alors son revenu doit être stable. » Ou « C'est bien d'avoir une fille aussi pratique. » J'avais essayé d'acheter l'amour, mais tout ce que j'ai reçu en retour était de l'indifférence et du dédain. Le soutien même que je donnais dans l'espoir d'être aimé ne faisait que renforcer leur mépris. Mais au travail, je ressentais la confiance et le respect de mes collègues et de mes supérieurs, la gratitude des victimes et de leurs familles lorsqu'une affaire était résolue, et le profond sentiment d'utilité qui vient du service à la société. C'est ce qui me faisait avancer. Et pourtant, le désir d'approbation de ma famille ne disparaissait jamais complètement. Je me demande toujours, viendra-t-il un jour où ils me verront pour ce que je suis vraiment ? La vérité est que ma carrière de policière m'a mené sur un chemin bien plus spécialisé et vital qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Au cours de ma 3e année dans les forces de l'ordre, j'ai été affecté à la division cybercriminalité du FBI. C'était la première fois que je pouvais vraiment utiliser mon diplôme en informatique. Chaque jour apportait de nouveaux défis, affaires de piratage, fraude en ligne, espionnage d'entreprises, démantèlement d'exploitation d'enfants, crimes numériques complexes de l'ère moderne qui poussaient constamment mon esprit à ses limites. Mes compétences analytiques et mon expertise technique se sont rapidement distinguées. Qu'il s'agisse de rétro-ingénierie de logiciels malveillants, de déchiffrer des communications cryptées ou de récupérer des preuves numériques, tout ce que j'avais appris à l'université avait enfin trouvé sa place. Certains collègues ont même commencé à m'appeler « un génie ». L'une des affaires les plus mémorables a été le démantèlement d'une organisation cybercriminelle internationale après 3 ans de dommages continus dans plusieurs pays. Nous avons découvert leur méthode et aidé à traduire en justice le chef du réseau. À 28 ans, cette affaire a conduit à un appel de recrutement du FBI. Nous attendions quelqu'un comme vous, a déclaré la directrice adjointe Lucie Durand, la recruteuse. Nous aimerions que vous rejoigniez la division cyber du FBI et preniez en charge des missions essentielles à la sécurité nationale. Le salaire sera plus du double de ce que vous gagnez maintenant. Dans la division cyber du FBI, mon domaine d'expertise est devenu la surveillance des entrepreneurs de la défense et des entreprises d'infrastructures critiques. Toute violation de sécurité dans ces secteurs constituait une menace directe pour la sécurité nationale. Nous étions chargés d'identifier et de prévenir les cyberattaques visant les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, les entrepreneurs militaires et les agences gouvernementales. On m'a accordé l'autorisation d'accéder aux secrets d'entreprises de haut niveau, d'interroger directement les cadres supérieurs et d'émettre des ordres de cessation et d'abstention si nécessaire. En tant qu'agent fédéral, ma juridiction s'étendait au-delà des frontières des États. Chaque affaire que je traitais impliquait des dommages potentiels de centaines de millions d'euros. En incluant les primes et les indemnités, mon revenu annuel atteignait 140 000 euros, plus que celui de mon père. Mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. Aucune mention de promotion. Aucune discussion sur les affaires de haut niveau que je résolvais. Aucun partage des prix que je recevais. S'ils ne comprenaient jamais, pourquoi continuer à me préparer à la déception ? Même quand ils demandaient « Comment va le travail ces derniers temps ?», je répondais par un plat, comme d'habitude, ou « Rien de nouveau ». Ils n'avaient aucune idée que j'étais un agent spécial du FBI. Ils ne pouvaient même pas imaginer que je travaillais sur des questions concernant la sécurité nationale. La directrice adjointe Durand me faisait entièrement confiance. L'analyse de l'agent Girard est toujours précise, son jugement est constamment fiable, a-t-elle dit un jour à l'équipe de direction. À 30 ans, j'avais été promu chef d'équipe, devenant l'un des jeunes agents les plus prometteurs du département. Mon équipe me surnommait affectueusement « l'agent légendaire » en raison de mon sang-froid, de mes décisions tranchantes et de ma détermination inébranlable. Le respect que je recevais au travail était réel. Ils reconnaissaient mes capacités pour ce qu'elles étaient vraiment et reconnaissaient mes contributions, en contraste frappant avec le dédain de ma famille. Mon lieu de travail me valorisait pleinement et équitablement. Mes collègues me respectaient, mon équipe me regardait avec admiration, et mes supérieurs me faisaient confiance. Ici, je n'étais pas un talent gâché dans les forces de l'ordre, j'étais une spécialiste en première ligne de la sécurité nationale. Et pourtant, pour ma famille, je ne faisais toujours que distribuer des contraventions. Il y avait eu de nombreuses occasions de leur dire la vérité, mais leurs préjugés étaient si profonds que je n'avais plus l'énergie de les combattre. Ils ne me verraient jamais pour qui je suis vraiment. Un jour, en examinant une liste d'entreprises sous surveillance, j'ai repéré un nom familier, l'employeur de mon père, Défense Numérique Solutions,
une entreprise de taille moyenne développant des logiciels militaires. Des audits récents avaient signalé de graves lacunes en cybersécurité. En fixant la liste, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'ironie. Pourtant, l'éthique professionnelle passait avant tout. Je n'ai révélé mon lien familial à personne et j'ai procédé comme je l'aurais fait avec n'importe quel autre cas. Pas même la directrice adjointe Durand n'a été informée. Il n'y avait pas de place pour l'émotion personnelle dans ce travail. Bientôt, une inspection à grande échelle de l'entreprise de mon père a été autorisée. Les lacunes en cybersécurité ont été jugées une menace pour la sécurité nationale. Lorsque j'ai été nommée investigatrice principale, j'ai réalisé que cela pourrait être l'occasion parfaite de montrer enfin la vérité à ma famille. Mais à cette prise de conscience s'est ajoutée une vague d'émotions contradictoires, née de ces années de dédain. Le jour de l'inspection, j'ai enfilé mon costume noir formel, projetant toute l'autorité d'un agent spécial du FBI en arrivant chez Défense Numérique Solutions. Mais quelque chose d'inattendu m'attendait. Alors que je garais ma voiture, j'ai aperçu ma mère et Clara devant le bâtiment. Pourquoi était-elle sur le parking de l'entreprise de mon père? Je me suis arrêté net. Je n'avais pas du tout anticipé cela. Juste à ce moment, mon père est sorti par l'entrée principale. Bon travail aujourd'hui, papa. La voix de Clara a retenti. Tu as presque fini pour la journée, n'est-ce pas? Oui, je suis en train de boucler. Allons dîner comme prévu. Où devrions-nous aller? A demandé ma mère avec un sourire. Que diriez-vous de ce restaurant italien que Clara a tellement envie d'essayer? Parfait. Je voulais inviter Antoine, mais il travaille tard aujourd'hui. Maman et moi t'attendrons au café d'en face, a dit Clara un peu déçue. Ils prévoyaient un bon dîner ensemble, attendant que mon père finisse sa journée. Je me suis reprise et j'ai marché vers le bâtiment. Peut-être était-ce le destin, une chance de leur montrer enfin qui j'étais vraiment. J'ai sorti mon badge et me suis approché de l'entrée du bâtiment, me comportant avec toute l'autorité d'un agent spécial du FBI. Juste à ce moment, Antoine Legrand est apparu derrière moi. Agent Girard, bonjour, a-t-il dit respectueusement. Je vous assisterai lors de l'inspection d'aujourd'hui, comme toujours, sous votre direction. Au moment où il a parlé, Clara s'est retournée et a halté, Antoine. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est précipitée, ravie. Je n'avais aucune idée que tu serais là. Quelle belle surprise. Mais le murmure confus de ma mère a percé l'excitation, patron? Cette jeune femme, là-bas, elle me semble étrangement familière. Je me suis retourné, et à ce moment-là, j'ai regardé leur visage changer. La couleur a fui le visage de mon père. Sophie. Ma mère s'est figée, la bouche légèrement ouverte. Quoi? Clara m'a regardé pendant plusieurs secondes avant de balbutier, Sophie, pourquoi es-tu ici? Pourquoi portes-tu un costume? Antoine a regardé entre ma famille et moi, visiblement confus. Y a-t-il un problème? Ai-je répondu calmement. Pas de problème. Procédons à l'inspection comme prévu. Mais mon père m'a interrompu d'une voix tremblante, Sophie, tu es un agent spécial du FBI? Oui, ai-je dit simplement. Je suis l'agent spécial Sophie Girard du FBI. Je suis ici aujourd'hui pour mener une inspection de cybersécurité de cette installation. Clara s'est tournée vers Antoine, tu as juste appelé ma sœur ton patron? Antoine a semblé encore plus confus. Oui, l'agent Girard est ma superviseure directe. Elle dirige notre équipe. Puis il a regardé Clara, son expression stupéfaite. Clara, tu pensais que ta sœur était une agente de patrouille? Elle l'est, a répondu Clara, visiblement gênée. Je veux dire, elle l'était. Pourquoi le FBI? Pourquoi est-elle ton patron? Antoine a parlé avec un profond respect dans la voix, l'agent Girard est la personne la plus brillante de notre équipe. Tout le monde la respecte. Je n'avais aucune idée qu'elle était ta sœur. Je suis sincèrement choqué et impressionné. Apparemment, Clara ne m'avait jamais appelé autrement qu'une flic. Elle ne lui avait pas dit à quel point elle me considérait avec condescendance, mais l'attitude avait toujours été là. Je me suis permis un petit sourire intérieur. La sœur flic embarrassante, dont Clara parlait toujours était aussi la patronne légendaire, que son fiancé admirait profondément. Et maintenant, ils devaient faire face à la réalité que la femme qu'ils avaient écartée comme une simple agente de la circulation était la personne qu'Antoine respectait le plus. Ma mère a de nouveau parlé, sa voix tremblante, sa superviseure directe. Sophie, mais elle est policière.
Elle travaille dans un commissariat. J'ai interrompu, toujours calme, je suis au FBI depuis 5 ans. Mon père a chancelé et s'est effondré sur une chaise voisine. Alors c'est toi qui diriges l'inspection d'aujourd'hui? Oui, je suis l'investigatrice principale de cette affaire, ai-je confirmé. Un lourd silence est tombé sur le groupe. Je me suis tourné vers Antoine, Monsieur Legrand, mettons les questions personnelles de côté pour l'instant. Le travail passe avant tout. Antoine a répondu rapidement, oui, agent Girard, mes excuses. Le silence à nouveau. Ma famille se tenait figée, commençant enfin à comprendre que la fille qu'ils avaient rejetée pendant une décennie occupait maintenant une position bien au-delà de ce qu'ils avaient jamais imaginé. Laissant derrière ma mère et Clara stupéfaites, Antoine, mon père et moi sommes entrés dans le bâtiment pour commencer l'inspection. Au fur et à mesure que l'inspection progressait, j'ai laissé de côté tout sentiment personnel et j'ai pleinement assumé mon rôle d'investigatrice perspicace et disciplinée. Mon père observait depuis une autre pièce, son expression changeant progressivement en me regardant à l'œuvre. Il y a des vulnérabilités majeures dans la configuration de votre pare-feu, ai-je dit fermement au technicien principal, debout à côté d'Antoine. Votre système est actuellement grand ouvert aux brèches externes. Le technicien a semblé dépassé par mon évaluation technique, vous avez absolument raison, agent Girard. Nous allons commencer les corrections immédiatement. Les corrections seules ne suffisent pas, ai-je dit calmement. Une révision complète est nécessaire. C'est une question de sécurité nationale. Mon père, témoin de mon autorité et de mon expertise de première main, n'a eu d'autre choix que de commencer à accepter la vérité. Je l'ai entendu marmonner, ces questions sont précises. Elles repèrent nos faiblesses instantanément. Je n'avais aucune idée que ma fille avait ce niveau d'expertise. Vers la fin de l'inspection, j'ai fait une annonce cruciale, suite à cet audit, nous avons identifié de multiples violations de sécurité graves au sein de cette entreprise. Celles-ci constituent des menaces importantes pour la sécurité nationale. Le visage de mon père a pâli. Des violations graves? Dans quelle mesure? Les détails seront fournis dans un rapport écrit formel, ai-je répondu d'un ton détaché et procédural. Si ces problèmes ne sont pas résolus, la résiliation des contrats fédéraux sera envisagée. De plus, le directeur Bernard Dubois pourra être tenu responsable des défaillances de gestion. Mon père s'est enfoncé dans sa chaise, accablé par l'humiliation et la confusion d'être réprimandé professionnellement par sa propre fille. À la fin de l'inspection, je me suis adressé au personnel, y compris mon père, avec calme, merci à tous. Assurons-nous que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Lorsqu'Antoine et moi avons quitté le bâtiment, nous avons trouvé ma mère et Clara toujours dehors. La voix de Clara a tremblé, Sophie, nous devons parler. Je suis en service. Si vous avez quelque chose à discuter, nous devrons le faire plus tard. Ma mère a dit, les yeux remplis de larmes, Sophie, nous ne savions pas. Ne pas savoir ne justifie pas de me rejeter, ai-je répondu froidement. Pendant 10 ans, vous avez continuellement nié la validité de mes choix et la valeur de ce que je suis. Antoine, qui se tenait silencieusement, a finalement parlé, son sourire d'avant disparu, remplacé par de la confusion. Agent Girard, je veux dire Sophie, je. Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Au début, j'étais sincèrement fier de découvrir que la sœur de Clara était ma superviseure la plus respectée. Mais maintenant. Il a jeté un coup d'œil entre mon père, ma mère et Clara, lisant le malaise et le choc toujours gravés sur leur visage. Maintenant, voyant toutes vos réactions, a poursuivi Antoine avec prudence, c'est comme si aucun de vous n'avait la moindre idée qu'elle était un agent spécial du FBI. Et pourquoi êtes-vous si choqué? Clara a rapidement essayé d'interrompre. Antoine, c'est... Clara, a-t-il dit doucement, la coupant. Tu m'as dit que ta sœur était policière. Mais maintenant je vois des réactions qui suggèrent que toi et tes parents n'avaient jamais vraiment respecté son travail du tout. Ma mère s'est précipitée pour expliquer, non, c'est juste un malentendu. Antoine m'a regardé et a parlé en s'excusant, agent Girard, je pense que je commence à comprendre la situation. Il semble que votre famille. Monsieur Legrand, ai-je dit fermement en le coupant, nous programmerons une conversation appropriée une autre fois. Mais à l'avenir, veuillez garder nos relations professionnelles et personnelles clairement séparées. Rentrons. L'expression d'Antoine a révélé un mélange de confusion et de malaise alors qu'il commençait à réaliser la vérité, ma famille m'avait sous-estimé depuis le début. Dans ses yeux, je pouvais voir non seulement de la culpabilité envers moi,
mais une nouvelle incertitude quant à la famille qu'il prévoyait de rejoindre. Maintenant que la vérité était révélée, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que nous nous éloignions en voiture, j'ai réfléchi aux 10 dernières années, à la façon dont j'avais enduré leur dédain tout en les soutenant financièrement en silence. Peut-être était-il enfin temps de régler les comptes. Une semaine plus tard, j'ai réuni ma famille dans notre maison d'enfance. L'atmosphère dans le salon était complètement différente d'une semaine auparavant. Mon père avait l'air épuisé, ma mère anxieuse et Clara avait visiblement pleuré. Antoine était assis à côté d'eux, son expression tendue. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », ai-je dit calmement. « Il y a quelque chose d'important que je dois aborder. » J'ai posé une pile de relevés bancaires et de reçus sur la table. Tout d'abord, je voudrais examiner le soutien financier que j'ai fourni au cours des 10 dernières années. Leurs visages sont devenus pâles. Pendant des années, j'ai soutenu cette famille financièrement. Mais à compter d'aujourd'hui, ce soutien prend fin. J'ai prononcé ces mots avec une précision clinique. Le voyage aux Caraïbes prévu pour le mois prochain a été annulé. Les vols et les réservations d'hôtels ont été annulés, et j'ai déjà récupéré les 3 000 € de frais d'annulation. Compte tenu des dépenses futures, c'est un petit prix à payer. Mon père a essayé de m'arrêter, déconcerté. « Sophie, s'il te plaît, attends. Nous sommes désolés, vraiment. Nous ne savions pas que tu occupais une telle position. Le salaire annuel d'un agent spécial du FBI est de 140 000 €. C'est ainsi que j'ai pu me permettre tout ce soutien. Aucun de vous ne s'est-il jamais demandé? Pensiez-vous vraiment qu'un agent de patrouille pouvait couvrir tout cela? » Ma mère, les larmes coulant, a murmuré, « Nous n'y avons jamais pensé. » Ce n'est pas que vous n'y avez pas pensé, l'ai-je corrigé froidement. C'est que vous avez choisi de ne pas le faire. Parce que continuer à me rabaisser vous permettait de maintenir un faux sentiment de supériorité. Clara a éclaté en sanglots, « J'avais tort, Sophie. Je suis tellement désolé. Je n'accepte pas tes excuses », ma voix était ferme. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu avec un simple désolé après 10 ans de dénigrement constant. À partir de ce moment, je n'aurai plus aucun contact avec aucun de vous. Mon père a bondi, déconcerté, « Sophie, s'il te plaît, nous sommes toujours une famille. » Une famille? J'ai ri sèchement. Si nous sommes une famille, alors pourquoi avez-vous passé une décennie à nier qui je suis? Si nous sommes une famille, pourquoi ne pouviez-vous pas respecter le chemin que j'ai choisi? La voix de Clara s'est brisée de désespoir, « Que sommes-nous censés faire, Sophie? Comment pouvons-nous arranger ça? » Il n'y a pas de pardon, je me suis levé. À partir d'aujourd'hui, je coupe tous les ponts avec vous. Ma mère s'est accrochée à mes bras en sanglotant, « Sophie, tu es ma fille. Nous sommes de la même chair. » Le sang ne signifie rien sans respect, ai-je dit en la repoussant. Vous êtes-vous déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, fière de moi? En tant que votre fille? En tant que votre sœur? Antoine s'est agité inconfortablement avant de parler, « Je n'avais aucune idée que votre famille vous traitait comme ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'il méprisait votre travail si profondément. » Agent Girard, vous n'avez aucune responsabilité, Antoine, lui ai-je dit. Mais vous devriez reconsidérer attentivement votre relation avec Clara. Il est important de comprendre les valeurs de ceux qui vous sont proches, surtout lorsque ces valeurs incluent de mépriser les autres. À partir de cette nuit-là, tout a changé. Plus tard, j'ai entendu dire que de vifs arguments avaient éclaté à la maison après mon départ. Le lendemain matin, Antoine a appelé. Agent Girard, non, Sophie. Sa voix était lourde, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. J'ai longuement parlé avec Clara hier soir. Je suis restée silencieuse, écoutant. Pour être honnête, j'étais secoué, a-t-il poursuivi. Ça m'a dévasté d'apprendre que la superviseure que je respecte le plus était constamment manquée de respect par sa propre famille. Quand j'ai pressé Clara de dire la vérité, elle m'a raconté les 10 dernières années, et je n'ai juste pas pu l'accepter. Antoine, j'ai rompu nos fiançailles. Sa voix était résolue. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui manque de respect à la personne que j'admire le plus. Et franchement, j'ai aussi commencé à douter des valeurs de Clara, juger les gens en fonction de leur titre de poste, mépriser sa propre sœur. Je ne peux pas vivre avec cet état d'esprit. Quelques jours plus tard, Clara m'a appelé en larmes, « Sophie, Antoine a rompu nos fiançailles. Il a dit que c'était de ma faute. Il a blâmé mes valeurs, les valeurs de notre famille, il a dit que c'était à cause de moi.
C'était sa décision, ai-je répondu calmement. Je ne lui ai rien dit. Mais nous sommes de la famille, n'est-ce pas? S'il te plaît, parle-lui. Aide-moi à arranger ça. Sa voix était désespérée. Je ne peux pas vivre sans lui. C'est ton problème, pas le mien, ai-je dit doucement. Elle a continué à sangloter. J'avais tort. Je le sais maintenant. Mais est-il vraiment trop tard? Je ne peux pas arranger ça. Il y a des choses dans la vie qui ne peuvent être défaites, ai-je dit. Ce sont les conséquences de tes choix, le résultat de 10 ans de mépris et d'arrogance. À la suite de l'audit, mon père a été rétrogradé. Il est passé de directeur de département à chef de section. Son salaire a considérablement baissé. Ma mère a essayé de m'appeler plusieurs fois pour s'excuser. Je n'ai jamais répondu. Quelques mois plus tard, j'ai emménagé dans un nouvel appartement, un logement lumineux et spacieux dans l'un des quartiers chics de Paris. Il n'y avait pas de photos de famille exposées. Au lieu de cela, j'ai encadré des distinctions, des photos avec des collègues et des coupures de journaux sur des affaires résolues. Un jour, la directrice adjointe Durand est passée à mon bureau. « Agent Girard, comment allez-vous? J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes familiaux. »« Je vais très bien, » ai-je dit avec un sourire. Maintenant que je suis libéré de la recherche de leur approbation, j'ai pu me concentrer pleinement sur mon travail. J'ai acquis plus de confiance en mon propre jugement. Je suis heureuse de l'entendre, a-t-elle répondu chaleureusement. Ce n'est jamais facile quand la famille ne comprend pas, mais rester fidèle à soi-même est plus important. Votre travail a été exceptionnel. Nous sommes fiers de vous. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai réalisé quelque chose, l'approbation que j'avais passé tant d'années à poursuivre n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais trouvé la clarté dans mes propres décisions. J'avais appris à me valider. La nouvelle m'est finalement parvenue que Clara avait abandonné ses études supérieures et était devenue recluse. Après la rupture, elle avait perdu toute motivation pour sa recherche et était tombée en dépression. Mon père, accablé par sa rétrogradation, envisagerait une retraite anticipée. Ma mère, curieusement, avait commencé à dire à ses voisins avec fierté, « Ma fille travaille pour le FBI. » Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance pour moi. Qu'ils luttent ou regrettent enfin leur passé, c'était le résultat de leur propre choix. Pendant ce temps, Antoine a été promu et sert maintenant comme l'un de mes subordonnés les plus fiables. De temps en temps, il me demande comment va Clara. Je donne toujours la même réponse, ce n'est plus ma préoccupation. 6 mois plus tard, j'ai réalisé une percée majeure. J'ai dirigé le démantèlement d'un réseau terroriste cybernétique international, empêchant une attaque à grande échelle contre les infrastructures critiques des États-Unis. Pour cela, j'ai reçu la distinction du directeur du FBI et l'histoire a été couverte par les médias nationaux. Mes parents ont essayé de m'appeler pour me féliciter. Je n'ai pas répondu. Un message vocal de mon père disait « Nous sommes si fiers de toi. Nous parlons de toi à tout le monde. » Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Je m'étais complètement libéré d'une vie dépendante de leur reconnaissance, et pour la première fois, je vivais vraiment à mes propres conditions. Au travail, certains m'appellent la « reine de glace », mais je le porte comme un insigne d'honneur, preuve de mon calme, de ma détermination inébranlable. Je n'ai aucun regret. J'ai perdu l'amour et le soutien conditionnel de ma famille, mais en retour, j'ai gagné le respect de moi-même et l'indépendance. C'était un choix douloureux, mais le bon. L'approbation et l'affection de la famille sont importantes, oui, mais si elles viennent avec des conditions, alors peut-être ne valent-elles pas la peine d'être eues. J'ai appris à reconnaître ma propre valeur et à suivre mon propre chemin. C'est la vie que j'ai choisie. Je n'ai plus besoin de répondre aux attentes de personne. Je n'ai plus besoin de la permission de personne pour être fier. Je vivrai ma vie avec fierté, telle que je suis.